Et on accueille sur le plateau de TV Finance Bernard Gilly. Bonjour Bernard. Bonjour. Le patron fondateur, entre autres, de Gensight. Absolument. C'était venu la dernière fois pour nous parler d'Ibionex. On aura peut-être un mot tout à l'heure. L'actualité, Gensight Biologics MedTech qui vient d'annoncer la clôture d'un tour de table. Alors c'est effectué en placement privé, pas d'appel global au marché. Vous avez réussi à lever 22 millions d'euros, 22 500 000 euros exactement. Absolument, auprès d'investisseurs très majoritairement nord-américains, puisque en fait l'idée c'est de pouvoir financer en fait la préparation de la mise sur le marché de notre premier produit contre la neuropathie de Leber. On a un produit qui est aujourd'hui très avancé dans ses phases 3 et on devrait pouvoir déposer le dossier d'enregistrement, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Et il faut dès maintenant commencer à préparer les discussions avec les payeurs, ceux qui vont rembourser le produit, les discussions aussi qui ont commencé déjà il y a un moment avec les associations de patients, parce que c'est une maladie rare et on a besoin de s'appuyer sur les associations de patients, la structuration du marketing et puis des ventes. On ne va pas avoir affaire à une armée de vendeurs, on est quand même dans une maladie rare avec probablement une dizaine de centres d'excellence qui pratiqueront la thérapie aux États-Unis et à peu près une douzaine, une quinzaine en Europe. Donc là encore, mais il faut le préparer, ça coûte de l'argent et il fallait qu'on puisse lever cet argent sans raccourcir notre runway, sans raccourcir notre cash disponible qui va aujourd'hui jusqu'à mi-2019. Donc là maintenant, on va toujours jusqu'à mi-2019, mais en même temps, on peut préparer tous ces aspects commerciaux. Tous les aspects marketing. Et puis en même temps, c'était pour nous de faire rentrer de nouveau des très gros investisseurs nord-américains spécialisés dans la biotech pour préparer la suite, ce qu'il faudra, c'est-à-dire probablement une introduction au Nasdaq, c'est une double cotation dans le courant de l'année prochaine sur la base des résultats des phases 3. On va y revenir dans un instant. On parle quand même du traitement, le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Finalement, vous restaurez ou préservez la vision des patients qui sont atteints par ces pathologies. C'est exactement ce qui se passe. Alors, avec le premier produit, GS10, qui est destiné à une pathologie qui est une pathologie dévastatrice. Ce sont des jeunes adultes ou des enfants, des grands-enfants entre 15 et 35 ans qui vont en quelques semaines perdre la vue dans les deux yeux. En moins d'un an, tous les patients perdent la vue complètement dans les deux yeux alors qu'ils partent un an avant avec une vision comme vous et moi. Donc c'est une maladie extrêmement invalidante, cruelle, vraiment. Et là, on a pu démontrer sur les premiers essais cliniques, alors qu'ils sont sur des nombres relativement restreints, mais quand même c'est important, qu'on avait deux effets. On avait un effet d'abord neuroprotecteur, c'est-à-dire qu'on arrête cette perte de vision, ça ne se dégrade plus, mais que dans pas mal de cas, à peu près 60% des cas, eh bien, non seulement on a cette neuroprotection, mais on a une neuroprogression, c'est-à-dire qu'on permet aux patients de retrouver une acuité visuelle très supérieure, très largement supérieure. Pour vous donner un exemple de ça, c'est vraiment, ils sont capables de lire des grandes lettres, de lire les noms des stations de métro, de voir les couleurs, de retrouver une autonomie. Voilà. C'est le principal bénéfice, on va dire, parce que effectivement, une fois qu'on devient aveugle, et c'est la triste réalité aujourd'hui, en tout cas avant que vous sortiez ce médicament, ce traitement, ça coûte également très cher. C'est-à-dire il faut entièrement se rééquiper. La vie change complètement pour ces patients. Ça coûte extrêmement cher. Il vaut mieux finalement avoir un traitement en amont. Absolument, ça coûte très cher pour plein de raisons. On estime en gros que les coûts directs, vraiment directs, parce qu'il y a des coûts indirects liés à la perte de chance, à la perte du travail, etc., donc qui viennent en plus, mais les coûts directs sont de l'ordre de 60 000 € par an. Et ça comprend des coûts liés à l'accidentologie. Ce sont des gens qui sont évidemment soumis à des accidents beaucoup plus importants que le reste de la population. C'est aussi des coûts de traitement psychique, parce que c'est des gens souvent qui sont dépressifs, parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, et puis il faut qu'ils surmontent ce handicap. Alors ils le surmontent, c'est souvent des gens assez forts, mais quand même il y a des périodes où ils ont besoin de ça. Et puis les aides, il faut quelqu'un à domicile qui va aider. Alors c'est la famille ou c'est des aides à domicile, mais voilà, c'est effectivement très cher. Du coup, le coût du traitement en relatif par rapport à, c'est souvent un débat aussi. On le sait aux États-Unis, Hillary Clinton, candidate malheureuse à la Maison Blanche, avait tapé du poing sur la table en disant c'est trop cher. Il faut mettre en regard le coût du traitement salvateur par rapport justement à ces coûts de la vie multiples. Oui, alors je pense qu'il faut d'abord il faut être très clair, c'est-à-dire qu'il faut
aujourd'hui, on a une problématique double, c'est évidemment d'attribuer un prix à ces traitements, mais aussi parce que on rentre dans une nouvelle ère. Avec la thérapie génique, on n'a plus maintenant le paradigme pharmaceutique classique où on attribue, où on traite le patient tous les jours, ou toutes les semaines, ou toutes les 4 semaines, mais à chaque fois, on fait payer le traitement. Et aujourd'hui, dans les maladies rares, les traitements qui sont des traitements soit quotidiens, soit toutes les semaines, eh bien, ça monte à quelque chose comme entre 200 000 et 400 000 euros par an. Donc c'est énorme parce que ça dure toute la vie des patients. Là, avec la thérapie génique, on traite une fois. Et en principe, le traitement va être efficace pour, je ne sais pas, peut-être jusqu'à la fin de la vie des patients, mais au moins pour plusieurs années, 5, 10 ans. Et donc, on est de nouveau obligé de repenser le système de paiement. Et on a ces discussions, et ces discussions, on est évidemment prêt à les avoir, et c'est normal qu'on les ait avec les payeurs. C'est-à-dire qu'on va effectivement demander un montant pour le traitement qui est un montant important, mais sur lequel on peut mettre en place tout un tas de stratégies qui sont soit des paiements annuels, tant que l'efficacité dure. Alors évidemment, la contrepartie, c'est que pour les payeurs, ça peut coûter très cher, parce que si ça dure jusqu'à la fin de la vie, ça peut coûter effectivement très cher. Donc voilà, on rentre dans ces discussions, et on rentre dans ces discussions avec vraiment le soutien des payeurs eux-mêmes, et c'est important, ils sont tout à fait conscients de l'intérêt que peut avoir ces traitements pour les patients, et qu'il faut inventer des nouvelles approches. Et puis aussi l'intérêt des associations de patients. Les associations de patients comprennent aussi que ces traitements ont un coût, et ils participent aussi à ces prémices de discussion. Justement, sur un médicament comme ça, le GS10, l'ensemble du processus, c'est combien d'investissement? Alors sur GS10, très exactement, c'est un investissement qui est de l'ordre de à peu près entre 70 et 100 millions, je dirais, sur la totalité du développement, depuis vraiment la recherche de départ jusqu'à la vraie mise sur le marché, je dirais à peu près entre 70 et 100 millions d'euros, je pense, pour un traitement qui va concerner en gros États-Unis et Europe, probablement entre 1200 et 1500 patients par an. Et notre approche, nous, et c'est ce qu'on propose, et d'ailleurs ce que les payeurs aiment beaucoup, c'est que ce qu'on propose, c'est de se comparer à la transplantation. Parce que la transplantation d'organes, c'est un peu pareil que la thérapie génique. C'est différent évidemment dans la technique, mais c'est une procédure. On rétablit une fonction qui manque, et ça devrait durer pour la vie. Donc on est assez proche de la transplantation, et donc on leur propose de se comparer au coût de la transplantation. Bon, oui, ben, voilà, il faut l'entendre et finalement mettre tous ces équilibres en balance. Bernard, vous avez parlé tout à l'heure d'une introduction possible, une IPO, on va parler comme ça, au Nasdaq. Le marché français ne suffit pas dans ces cas-là? Et c'est pas que le marché français suffit pas, on est très content d'être coté sur Euronext, et on est très content d'avoir le soutien de pas mal d'investisseurs qui sont présents sur Euronext. Le problème qu'on a sur Euronext, c'est la très faible liquidité qui est due au très faible nombre d'opérateurs aujourd'hui qui interviennent dans notre secteur sur Euronext. Donc c'est un vrai problème, on l'a vu hier, puisqu'il y avait pas mal de ventes. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce particulière, mais il y avait pas mal de ventes, et on voit très bien que dès qu'il y a des gros montants, des gros volumes qui veulent s'échanger, le marché n'arrive pas à les absorber, voilà, et donc le prix tombe. Donc c'est un vrai souci pour nous. Alors moi, vous le savez, je milite dans pas mal d'organes pour essayer de relancer la machine autour de Euronext. Euronext a créé avec en France un vrai hub de la biotech. On a, je ne sais pas combien, plus d'une vingtaine, je crois, de sociétés de biotech qui sont cotées à Paris. Et je pense que maintenant, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure, attirer des investisseurs, attirer des fonds qui puissent faire vivre ce marché. Puisque là, on reste finalement entre franco-français, même s'il y a un beau des Européens, de medtech, biotech. Oui, je pense qu'en gros, malheureusement, on a une quinzaine d'investisseurs qui s'intéressent à la biotech, et qui sont souvent d'ailleurs des généralistes qui s'intéressent à la biotech. L'IPO, c'est aussi le moyen de se faire connaître. Alors, vous avez déjà pris depuis longtemps votre bâton de pèlerin pour traverser l'Atlantique, mais c'est vrai que ça donne une exposition formidable. Voilà, du jour au lendemain, vous êtes connu sur le marché. Alors, bien sûr, et puis effectivement, même si on peut gloser autour de la dominance du marché américain, pour nous, biotech, biopharmaceutique, le marché américain, c'est le marché de référence, donc il faut être présent là-bas. On a nos pairs là-bas, c'est-à-dire on a nos concurrents qui développent des approches de thérapie génique aussi. Et si vous regardez d'ailleurs, et j'engage tous les investisseurs qui s'intéressent à la thérapie génique à regarder le différentiel de valorisation qui peut exister entre
nous sur Euronext et nos pairs sur le marché américain. Et forcément, c'est un peu frustrant. C'est de l'ordre de 5 à 10 fois. Ouais, de 1 à 10 en général, effectivement. Gensight Biologics, pour l'instant sur le marché français, bientôt sûrement côté au Nasdaq, avec cette levée de 22,5 millions d'euros qui va dynamiser effectivement la lancée et la fin de la phase 3. Bernard Gilly, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général et cofondateur de Gensight, et puis beaucoup d'autres choses dont on reparlera une prochaine fois. Avec merci plaisir, beaucoup merci d'être venu nous voir sur Téléfinance. Dans un instant, la suite, et on se reconcentre sur le marché. À tout de suite.